c'est agréable en fait de ne pas passer son temps à critiquer les camarades avec qui tu mènes la lutte, à baver les uns sur les autres, à faire des complots les uns sur les autres, ce qu'ils ne cessent de faire. Et puis peut-être que quand même en conseil qu'il faudrait leur rappeler, comme il s'appelle souvent la gauche non mélenchoniste, détester Mélenchon et la France insoumise, ce n'est pas un programme. Et donc, en petit conseil pour eux, il ferait mieux d'arrêter de parler de nous, d'arrêter de parler sans cesse de Jean-Luc Mélenchon, et puis peut-être de commencer à faire des propositions au pays. Il y a toujours un petit côté où on se demande si certains sont vraiment candidats à gauche pour gagner ou s'ils y vont juste, comme tu l'as dit tout à l'heure. Avant, en 2022, ils disaient non, mais c'est pas la bonne élection c'est 2027. J'ai l'impression que en faisant un peu de sciences politiques, est-ce qu'ils y vont uniquement pour les législatives, pour avoir l'exposition médiatique qui va avec il y a un petit côté... Je ne sais pas s'il y a un problème de sincérité politique dans la chose, de dire non, on peut gagner sur cette ligne-là, sur cet agenda-là, alors que l'idée, c'est plutôt d'exploiter la campagne comme outil pour les législatives. Il y en a, c'est une campagne de notoriété. Il y en a d'autres qui, effectivement, ne pensent déjà qu'aux législatives et aux places aux législatives en se disant déjà que les présidentielles, c'est perdu. Donc ça, c'est évident qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et par ailleurs, je trouve que ça donne un spectacle un peu lamentable, en fait, quand on regarde la manière dont ils sont tous en train de se pouiller entre eux. Et enfin... Nous, quand même, dans la grande force, quand Jean-Luc Mélenchon dit « nous, c'est carré, on a un programme, une équipe et un seul candidat », en fait, même, c'est agréable. Oui, c'est pas juste que c'est carré et que nous, on est en ordre de bataille alors que les autres sont aux fraises en train de faire je ne sais quoi. C'est que c'est agréable, en fait, de ne pas passer son temps à critiquer les camarades avec qui tu mènes la lutte, à baver les uns sur les autres, à faire des complots les uns sur les autres, ce qu'ils ne cessent de faire. Et puis peut-être que quand même en conseil qu'il faudrait leur rappeler, comme il s'appelle souvent la gauche non mélenchoniste, détester Mélenchon et la France insoumise, ce n'est pas un programme. Et donc en petit conseil pour eux, il ferait mieux d'arrêter de parler de nous, d'arrêter de parler sans cesse de Jean-Luc Mélenchon, et puis peut-être de commencer à faire des propositions au pays. Pour parler de ces anciens alliés du nouveau Front populaire, de la NUPES, de l'extérieur, on a l'impression que ça s'est fracturé toujours sur des sujets qui touchent les personnes racisées ou qui sont en lien en tout cas avec des personnes racisées, que ce soit la cause palestinienne, les violences policières que certains alliés à gauche ont beaucoup utilisé pour créer un clivage. Comment tu l'expliques? Parce que de l'extérieur, j'ai posé la même question à quasiment tous les responsables politiques qu'on a eu sur le fauteuil. Déjà, je trouve ça vraiment intéressant comme analyse, parce que je trouve ça juste. Et ça permet de dépasser ce qui est généralement dit sur NUPES, NFP, c'est-à-dire en gros, la France insoumise était méchante, et on parle trop fort, et voilà pourquoi ça s'est brisé. Donc c'est juste. Alors comment on l'explique? Alors, à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses. La première chose, c'est que je pense que il y a beaucoup de ces formations politiques qui ne sont pas au clair sur ces questions-là. D'ailleurs, on en reparlera peut-être, mais on voit, certains ne veulent pas utiliser le terme d'islamophobie, ne sont pas au clair sur l'antiracisme. On le voit très très bien en ce moment avec certains. On n'a pas parlé de la BD de Reform Challenge. Voilà, exactement. Il y a une question, je pense aussi, d'être pris dans un système de respectabilité, de plaire à l'officialité médiatique. D'avoir peur en fait de prendre des positions et de tenir bon sur des principes. Nous, quand même, le gros avantage qu'on a maintenant, c'est que certes, on nous a fait toutes les polémiques du monde, mais au moins, nous, on sait tenir un rapport de force. Et on n'a pas peur de prendre une position sur ce qu'elle nous coûterait ou pas. Enfin, je veux dire, on prend des positions quand on pense qu'elles sont justes, quand elles correspondent à nos principes, quand elles aident des luttes, y compris. Donc ça, je pense que ça, c'est une grosse force qu'on a et que d'autres n'ont pas. Et puis, y compris parce que, nous, on est assez homogène politiquement, et y compris tout ce dont on disait, dans lequel on a avancé au fur et à mesure, sur violence policière, islamophobie, antiracisme, sur lequel, on a toujours tous des progrès à faire, mais n'empêche qu'on avance beaucoup, y compris programmatiquement. Nous, on a avancé tous ensemble. Dans d'autres partis, en fait, il y en a une petite partie qui vont dire islamophobie, et puis l'autre partie va contredire ça. Donc,
je pense qu'il y a aussi une forme d'homogénéité politique chez nous. Et puis après, je pense qu'on nous fait subir, à nous, la France insoumise, ce qu'on fait subir aux habitants des quartiers populaires, en fait. Il y a une forme de mépris qui est insupportable. Enfin, il faut quand même voir, c'est des formations politiques qui, par exemple, pour certaines d'entre elles, vont être aux côtés des agriculteurs quand ils manifestent, avec un gouvernement qui dit, face à la souffrance, on n'envoie pas des CRS. Mais quand il y a des jeunes qui se mobilisent en disant, on refuse qu'il puisse nous arriver, comme c'est arrivé à Naël et malheureusement à beaucoup d'autres jeunes, c'est-à-dire qu'on puisse juste nous mettre une balle dans la tête lorsque on est dans une voiture, quoi, ou même lorsqu'on tente de nous arrêter, voilà. Quand il y a des habitants des Outre-mer qui demandent juste l'accès à l'eau et qu'on leur envoie le GIGN et le RAID, comme ça a été fait en Guadeloupe, qu'on va gazer directement des soignants et des patients en Martinique au moment des manifestations, au moment du Covid. Bon... mais même pendant les Gilets jaunes, par ailleurs. Hein. Donc tout ça, enfin... Les Gilets jaunes, c'était quelque chose qu'on disait. C'était la première fois qu'on voyait des gens traités comme des habitants des quartiers populaires. Donc je pense que c'est un peu nous traiter comme ça. C'est-à-dire que dans l'entre-deux tours, on est très sympathique quand on n'y est pas pour essayer d'avoir nos voix. Là, on est sympathique avec nous. Et puis le reste du temps, il y a une forme de mépris qui est insupportable. Et puis je pense que nous aussi, la force qu'on a, qui est différent pour le coup d'autres, c'est que nous, on a quand même un lien constant qui est beaucoup plus fort avec les luttes, les collectifs, bref, tous ceux qui font aussi la vie démocratique du pays, qui fait que, bon, on est plus en phase aussi sur tous ces sujets-là. Moi, quelque chose qui me parle particulièrement, c'est ce dont parle Vincent Tibéry dans son livre « La France est-elle de droite ?» Il dit « Pour la première fois, on observe une socialisation à l'envers ». En fait, il dit pendant des années, pendant des décennies, la socialisation, elle se faisait du haut vers le bas, c'est-à-dire des générations les plus âgées vers la jeunesse. Un professeur dans une école, des grands-parents ou des parents dans une famille, etc. Et il dit pour la première fois, on voit l'inverse. Et l'exemple parfait, c'est ce qu'on a réussi à faire avec les associations féministes, c'est l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Pourquoi ? Depuis 50 ans que l'avortement est légalisé en France, il n'y a jamais eu de vote favorable du Sénat. Donc, pour changer la Constitution, il faut voter dans les mêmes termes, Assemblée, Sénat. Oui. Or, c'était impossible, puisque en 50 ans, il n'y a jamais eu de vote favorable du Sénat. Donc, ce que faisaient les lois, c'est qu'elles allaient à l'Assemblée. Au Sénat, ils votaient contre. Et puis, le dernier mot allait à l'Assemblée, qui votait pour. Oui. Et d'ailleurs, avant que nous, on arrive à le faire voter pour la première fois dans notre niche parlementaire, en septembre, il y avait eu une tentative au Sénat, et cette tentative avait échoué. Alors, pourquoi est-ce qu'en février d'après, au Sénat, la constitutionnalisation du droit à l'avortement a été votée ? Et bien ça, c'est des sénateurs et sénatrices qui racontent que leurs filles, petites filles, nièces, sont venues les voir et leur ont dit « Je ne viendrai plus jamais te voir à Noël, je ne viendrai plus jamais te voir aux vacances, bref, je ne viendrai plus jamais te voir si tu ne votes pas en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps. » Et du coup, ça a fonctionné. Et ça a même continué le processus puisqu'il y a encore plus de votes au Congrès quand on a rassemblé Assemblée et Sénat que le cumul des votes qui avaient vraiment eu lieu à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, allez parler à vos grands-parents. Parce que nous, les grands-parents, on ne les touche pas. Enfin, souvent, ils sont touchés par la télé ou autre. Et en fait, cette socialisation inversée, on va la voir dans les votes aussi, j'en suis certaine.